Alors, je vais me livrer aujourd'hui à un exercice un peu différent de ceux auxquels je me livre d'habitude. C'est-à-dire que je vais vous parler de moi, tout simplement, à partir d'un petit livre que j'ai édité à compte d'auteur, et contrairement aux autres qui sont édités au niveau national. C'est un livre qui raconte mon parcours de professeur de philosophie, engagé politiquement, au lycée Pierre-Mendès France, où j'ai fait à peu près toute ma carrière. Mais si j'en parle, c'est pas simplement à titre simplement personnel d'autobiographie, parce que ça n'intéresserait que moi, c'est parce que c'est un véritable témoignage de ce qui peut se passer dans l'enseignement quand on est engagé politiquement et qu'on a cette réputation par ailleurs. Alors ce livre s'intitule tout simplement, et vous verrez que le titre dit bien ce qu'il veut dire en quelque sorte, ou ce qu'il contient. Il s'appelle Un prof rouge. Je vous le montre. Un prof rouge, et le sous-titre c'est Chronique d'un intellectuel engagé. Alors, bien entendu, il y aura des anecdotes qui vont me concerner, mais qui n'ont pas pour but de me mettre en avant, tout simplement, comme on pourrait le croire, mais simplement pour montrer, le contraste qu'il y a eu entre cela et d'autres choses qui se sont produites dans ma carrière, si vous voulez. Donc il faudrait bien comprendre que si je fais au début un petit peu l'apologie de l'étudiant que j'ai été, c'est pas du tout pour vous mettre en valeur, mais pour vous faire comprendre le contraste de ce qui est arrivé après dans l'enseignement lui-même, si vous voulez. Bon, alors, d'abord, je vais vous indiquer mon point de départ, c'est que j'ai été, parce qu'il est aussi significatif, et il est significatif de ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passait en tout cas, mais de ce qui se passe peut-être encore aujourd'hui dans l'enseignement d'un point de vue, disons, que je dirais, idéologique, c'est-à-dire politique, voilà, et qui remet en cause, bien entendu, le concept de démocratie et le concept de méritocratie dans l'enseignement. Alors, l'étudiant que j'ai été, je le ferai commencer surtout pour bien faire comprendre la suite, à partir de mon mémoire de maîtrise que j'ai soutenu à la faculté de Nantes avec Mlle Russier, que vous ne connaissez peut-être pas, qui était une philosophe catholique, spécialiste de Pascal. Elle avait écrit La foi selon Pascal, et un autre professeur dont le nom m'échappe, mais qui était un chrétien de gauche, si vous voulez. Et figurez-vous que mon mémoire de maîtrise portait tout simplement sur la théologie morale chez Kant. Donc ça veut bien dire que ça n'avait strictement rien à voir avec le marxisme ou le matérialisme. Il s'agissait simplement de montrer comment Kant avait élaboré une conception de la foi philosophique et distincte de la foi d'église, si vous voulez. Eh bien, figurez-vous que ce mémoire a tellement emballé les membres de mon jury que d'une part je lui mentionne très bien, mais qu'à la fin de l'entretien, ils m'ont dit, écoutez Yvon Quignou, vous allez ajouter quelques pages, ça fera une thèse de 3e cycle, vous passez vos concours et vous revenez nous voir. Vous revenez nous voir, ça veut dire qu'on m'en trouvait la porte, bien entendu, de la faculté de Nantes. Alors, je passe les concours, je suis même, je vous le dis, non pas du tout par orgueil, mais pour faire comprendre qu'il va suivre ensuite. Je suis reçu dans les premiers au CAPES, je suis reçu à l'agrégation dans la foulée, et je me suis fait nommer au lycée Pierre-Mendès France à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Je vous signale que La Roche-sur-Yon était une ville de droite à l'époque, et que la Vendée, c'est le département le plus à droite et le plus catholique de France, ce qui a pu jouer un rôle dans le début de ma carrière et en quelque sorte dans les avenirs, si je puis dire, qui me sont parvenus. Alors, je suis nommé dans ce lycée, eh bien, figurez-vous que je me suis fait tout de suite inspecter, au bout de 2 ans après l'agrégation, par un inspecteur de philosophie venu de Paris, bien entendu, et à qui j'ai fait un cours sur Marx et la religion. Et je me souviens encore, c'est quand même un détail qui est assez étonnant, que mon proviseur de l'époque, qui était un homme qui avait été de gauche, qui avait été communiste en Algérie, mais qui était un personnage de la ville, et en plus président
du tennis club de la ville, avait prévenu au fond de la classe, je m'en souviens encore, l'inspecteur, en lui disant soyez indulgents à l'égard de M. Quignou, c'est quelqu'un de très bien. Il a fait venir un prêtre pour parler de religion en classe. Comme quoi, si vous voulez, on éliminait en quelque sorte, si vous voulez, l'image que je pouvais avoir d'être un professeur engagé. Car c'est cette image que j'avais, hein, c'est l'image d'un professeur, je vous en parlerai tout à l'heure, d'un professeur marxiste tout simplement, alors que c'était bien entendu bien plus compliqué. Alors, je fais mon cours de philosophie, sur Marx et la religion précisément, et bien figurez-vous que ce cours a emballé, bien entendu, l'inspecteur, c'était Gilbert Spire, et il l'a d'autant plus emballé que la question de savoir si j'abordais la question de Marx et de la religion lui importait peu, puisque figurez-vous que ces deux enfants, Antoine Spire et Arnaud Spire, étaient des journalistes à l'Humanité. Alors que j'investisse dans un cours de philosophie un point de vue qui était emprunté à Marx, ne le gênait absolument pas, bien entendu. Donc je suis passé de 14 à 16, qui était la note maximale à cette époque-là. Eh bien, figurez-vous que entre 73, donc, là je me suis fait inspecter en 75, et 81, je me suis fait inspecter 5 fois en 8 ans. Cela arrive très très rarement, voire uniquement. Je me suis renseigné auprès du SNES, j'avais battu tous les records. Alors on venait effectivement vérifier et contrôler dans quel état d'esprit j'enseignais la philosophie, et il y avait effectivement au lycée un dirigeant du RPR local qui devait bien entendu commander des inspecteurs pour venir me voir et venir vérifier l'honnêteté de mon enseignement. Alors, je suis resté à 16, jusqu'en 81, je vous le signale, parce que si on m'avait mis 16 et demi, à ce moment-là, on m'ouvrait la porte d'une classe préparatoire. Et pour vous dire à quel point l'honnêteté de mon enseignement était reconnue, c'est que le dernier inspecteur qui est venu, il s'appelait M. Abou, inspecteur général, il venait de Montpellier. Je faisais un cours sur la religion, comme par hasard, vous voyez, mais là c'était Freud et la religion. Eh bien, le premier compliment qu'il m'a fait, ça a été de dire, compliment à double tranchant, Monsieur Quignou, je n'ai que des éloges à vous faire, vous avez respecté la liberté de pensée de vos élèves. À quoi il a ajouté, je vous dis ça pour le plaisir simplement, qu'un assistant de fac n'aurait pas fait un cours pareil. Mais c'est pas ça le problème, c'est que l'honnêteté qu'il me reconnaissait, c'était bien l'honnêteté qu'il était venu vérifier. À tel point que, dans son rapport d'inspection, on ne sait pas que j'ai parlé de Freud et de la religion, parce que, et d'un point de vue critique, bien entendu, puisque j'avais commencé par distinguer une problématique de l'origine du phénomène religieux et une problématique de son fondement. C'est pas parce que vous expliquez les croyances religieuses par une origine quelconque que vous avez pour autant invalidé ces croyances, ou réfuté ces croyances. Vous les avez ni fondées, ni négativement réfutées. Donc il faut bien distinguer origine et fondement. Et on ne se souvient pas, dans son rapport d'inspection, que j'ai parlé d'autre chose que de cela qui l'a emballé, si vous voulez. Alors, ça c'est ce qui se passe jusqu'en 81, donc avec 16. La gauche arrive au pouvoir en 81, avec l'Union de la gauche, figurez-vous. Eh bien, je reçois 2 ans après, il est vrai que j'étais membre de l'association des profs de philo et membre de son bureau à l'Académie de Nantes. Figurez-vous que je reçois un coup de fil de l'inspecteur, c'était M. Lechat, me semble-t-il, 2 ans après, qui me dit « Monsieur Quignou, accepteriez-vous une hypocagne ?» Voilà, le même homme, c'était le même homme, simplement la gauche était arrivée au pouvoir. Alors, j'ai refusé cette hypocagne parce qu'il fallait que je revienne en Bretagne et que je vivais en Vendée, donc ça ne m'intéressait pas d'y revenir du tout. Mais ceci dit, ça veut bien dire quand même ce que ça veut dire. Le même homme n'était pas considéré, si vous voulez, de la même manière. Si vous voulez. Bon, voilà. Alors, après, je vous le dis aussi, j'ai été pas inspecté, sauf jusqu'au moment où ils ont créé des classes préparatoires de HEC et de MASUP au lycée, qui m'étaient en partie d'ailleurs destinés, et là il a fallu que je sois inspecté, donc je suis passé de 16 à 17, bon, et après, figurez-vous,
Ce qui semble aussi un peu curieux, entre 1987 donc, et 2006, où je suis parti à la retraite, je n'ai plus jamais été inspecté. Il est vrai que par ailleurs, j'écrivais dans les journaux, etc., etc. Alors, je continue mon propos, et pour vous indiquer quelques éléments, vous voyez, d'anecdotes qui sont révélatrices d'un certain état d'esprit, avant 81, quelques mois après que je sois arrivé au lycée Mendès-France, le proviseur de l'époque vient me voir et me dit « Monsieur Quignou, faites attention, vous n'êtes pas un prêtre », comme si j'étais un prêtre. Or, je n'étais pas un prêtre, et je voudrais vous le dire tout de suite, c'est vrai que j'exposais, mais par honnêteté intellectuelle, mes références intellectuelles, chaque année au début de mon cours. Mais je me référais à Marx, bien entendu, mais pas simplement à Marx. Je me référais à Freud et je me référais à Kant, qui est un philosophe que j'ai fait mien au niveau de la morale, et plus tard je me suis référé à Darwin. J'ai laissé tomber quelqu'un comme Nietzsche à la fin de ma carrière, parce que c'est un auteur dont je trouve qu'il est dangereux de l'enseigner aux élèves s'ils ne sont pas prêts à faire le tri dans son message philosophique, et en particulier à séparer sa psychologie des phénomènes humains de sa théorie des forts et des faibles et de la domination des forts sur les faibles. En tout cas, voilà comment ça se passe. Donc je suis censé ne pas être un prêtre, si vous voulez. Bon. Les choses continuent, et alors j'étais quand même considéré comme un excellent professeur, vous le dites tout de suite, il n'y avait pas de problème. Mais alors, figurez-vous, là aussi, petit détail, rien du tout, mais qui va vous montrer ce que ça veut dire, que l'enseignement à cette époque, j'écrivais aussi dans les journaux. Et alors, le proviseur, quand même, ayant vu mes qualités, avait fait de moi un professeur de grande classe, parce qu'un jour, j'avais écrit un article dans le journal Le Monde, qui était sous un article d'un historien très connu, que mon proviseur connaissait parce qu'il était lui-même historien, vous voyez. Alors, le fait qu'un de ses professeurs ait un article à ce point bien placé dans Le Monde avait fait que j'étais plus simplement un excellent professeur, mais un professeur de grande classe. Voilà cette petite modification de rien du tout, alors que j'étais bien entendu le même homme, si vous voulez. Alors, je continue, ce proviseur s'en est allé, il est mort d'ailleurs, avec ses qualités, d'ailleurs il faut le dire, et figurez-vous que le nouveau proviseur, c'est quelqu'un que vous connaissez de réputation, parce qu'il vient de décéder, figurez-vous, ces temps-ci, c'est M. Oxiette, qui était le maire de la ville, qui est venu après le président de la région, et qui était un homme qui m'avait vraiment à la bonne, comme on dit, si vous voulez. Donc il m'appréciait beaucoup, et il avait conservé la formule de Fernand Monlahuc, le proviseur antérieur, professeur de grande classe. Il se trouve que en 1986, avant les élections législatives que la gauche allait perdre, j'avais pris conscience déjà que la gauche allait perdre ces élections, et ça faisait un an que j'avais prévu d'écrire un article dans Le Monde. J'avais attendu, et 3 mois avant les élections, donc début janvier 86, je me dis, il faut que je prévienne la gauche que ça va pas, qu'elle va perdre les élections. Donc j'écris un article critique à l'égard de François Mitterrand. Et c'était, figurez-vous, la même semaine où quelqu'un comme mon proviseur, M. Oxiette, qui me considérait donc comme un professeur de grande classe, etc., rédigeait à nouveau son rapport administratif. Eh bien, le rapport administratif a changé, le qualificatif ou le compliment a changé, et je suis simplement redevenu un excellent professeur responsable de la terminale A1. Voilà. Bon. Parmi les autres éléments, si vous voulez, qui ont joué dans cette carrière et qui prouvent bien quand même à quel point la politique joue un rôle, dans les années 73-81, bien que seul professeur agrégé, dans un lycée où il y avait 4 terminales, mais les autres professeurs étaient, disons, d'obédience chrétienne, pour aller vite, eh bien, je n'avais, bien entendu, en charge que des classes venant de milieux populaires. Ce qui ne me gêne pas en soi, mais simplement, j'aurais aimé qu'il y ait un turnover, que j'aurais aussi le plaisir d'enseigner à des élèves, disons, qui allaient préparer, par exemple, une hippocane, si vous voulez. Donc, ça ne m'est pas arrivé. Mais quand 81 arrive, quand la gauche arrive au pouvoir, le proviseur adjoint, qui
qui était un proviseur de gauche, vient me voir avant de rentrer et me dit « Ça c'est quand même normal, monsieur Quignou, que vous ayez la terminale A1 ». Et on m'a donné effectivement la terminale A1 cette année-là, et je l'ai gardée pendant très longtemps, si vous voulez. Vous voyez, ça vous dit à quel point les choses dans l'enseignement sont contrôlées sur le plan idéologique, dans un sens, bien entendu, comme dans un autre, et que c'est donc pas une démocratie du mérite qui fonctionne, mais c'est une démocratie de l'opinion, pour autant qu'elle est en faveur du pouvoir en place. Alors, ce que je voudrais vous dire, avant d'aller un peu plus loin après, c'est que ce qui m'est arrivé là, ne m'a pas empêché donc d'avoir une classe préparatoire par la suite, à partir d'une nouvelle inspection que m'avait fait M. Souchet, qui était très bonne, qui me donnait d'emblée la classe préparatoire HEC puis Mathsup, si vous voulez. Mais je voudrais vous dire que ces éléments-là, figurez-vous, me font penser, un siècle après, au moins, oui, un siècle après, disons, à ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle, avant que la Deuxième République se mette en place. Je vous dis cela à partir de ce que j'ai pu lire de cette époque, sous la plume de Lucien Sèvres, un grand philosophe contemporain dont je vous ai parlé, et qui est mort il y a 1 an et demi à peu près. Eh bien, Lucien Sèvres raconte ce qui se passait dans un livre qui s'intitule « La philosophie française de 1789 jusqu'à nos jours ». Lucien Sèvres raconte comment le matérialisme philosophique était interdit dans les lycées et dans l'enseignement supérieur. Il se vantait qu'il n'y ait pas un professeur de philosophie matérialiste dans les lycées, et il a pu dire, je crois, devant l'Académie des sciences morales et politiques, ou une chose comme ça, ce qu'il a dit, celui qui l'a dit, c'était Victor Duruy, donc avant l'arrivée de la Deuxième République, Victor Duruy, qui était le ministre de l'Éducation nationale à l'époque, s'il me souvient bien, il a été capable de dire devant cette assemblée, messieurs, soyez rassurés, en France, il n'y a pas de matérialisme à l'université. Voilà. Ça veut bien dire qu'il y avait une censure qui pesait sur les consciences et qu'on avait bien pressenti que le matérialisme en tant que tel était une philosophie adéquate au temps moderne et qui avait un pouvoir d'émancipation que je lui confère, moi, de plus en plus, bien entendu. Alors, vous voyez, ce qui est arrivé autrefois, il ne devait pas y avoir de matérialiste, ça a eu pour conséquence, c'est que quelqu'un comme Lucien Sèvres, donc dans les années, un siècle après, alors qu'il avait été reçu premier à l'agrégation Normal Sup, à Normal Sup plutôt, et reçu à l'agrégation ensuite, eh bien Lucien Sèvres a été victime d'avanies administratives sur lesquelles je n'entre pas dans le détail, mais dont vous pourrez voir le récit dans son livre en question. Bon, moi ce qui m'est arrivé est beaucoup bien grave, bien entendu. Mais bien entendu, c'est quand même le même état d'esprit, moins fort, mais réel, qui règne ou qui régnait à l'époque, si vous voulez, où j'enseignais. Et je voudrais également vous indiquer, je ne pense pas vous l'avoir dit, mais si je me répète, vous me le direz, parce que j'improvise. Donc, après l'article écrit donc dans le journal Le Monde dont je vous ai parlé, je rappelle comment la formule du proviseur en question, qui était pourtant de gauche, avait changé, tout simplement parce que j'étais apparu comme un homme hostile au gouvernement en place. Par la suite, un autre proviseur est arrivé, après le départ de Jacques Oxiette, et alors ce proviseur, qui était un homme charmant, il ne s'agit pas de mettre en cause les qualités charmantes de ces hommes-là, mais pour vous donner un détail tout simplement, on était 4 professeurs au lycée, quand ce proviseur, qui était un homme de centre droit, disons, centre gauche, centre droit, enfin peu importe, quand il entrait dans la salle des professeurs, il disait un bonjour avec un plein sourire à ma collègue prof de philo, à un ami à moi qui était poète, à un autre collègue à moi qui était aussi un ami, et moi j'étais considéré un peu comme la dernière pièce du quatuor, et j'avais droit à un bonjour poli, avec quelques mots à peine, si vous voulez. Eh bien, figurez-vous, ce qui m'est arrivé par la suite, et qui est quand même assez étonnant, parce que j'écrivais beaucoup.
Hein, j'écrivais des livres, j'écrivais dans les revues, j'ai fait partie de la revue Actuelle Mars, de la revue La Pensée, enfin, etc. J'écrivais aussi dans Le Monde, je suis aussi passé à France Culture, je suis passé à la télévision, etc., etc. Donc, j'avais en quelque sorte une audience, si on peut dire, nationale, en tant que professeur de philosophie de province. Bon, eh bien, figurez-vous que ça ne lui suffisait pas, lui, hein, pour qu'il modifie la formule de excellent professeur, responsable de la terminale A1, qui était devenue, je crois, la terminale L1 à l'époque, enfin peu importe. Hein. N'empêche que il était toujours avec moi réservé, hein, vraiment réservé. Et puis, figurez-vous que, comme je collaborais à différentes revues, et que j'étais en particulier l'ami et le collaborateur de Patrick Thor, qui est un spécialiste de Darwin, eh bien, j'ai écrit un article dans la revue Science et Nature, me semble-t-il, hein, sur Darwin et la morale, et il était marqué en dessous de l'article, hein, le nom de l'auteur, Yvon Quignou, professeur de philosophie au lycée Pierre-Mendès-France de La Roche-du-Yon. Or, mon nouveau proviseur était un scientifique. Il y avait le rectorat, bien entendu, qui lisait ce genre de choses. Du coup, j'ai acquis une notoriété publique qui faisait, qui donnait du prestige au lycée Pierre-Mendès-France, hein. Et du coup, sa formulation, quant à moi, a complètement changé. Et je suis devenu un professeur de philosophie qui contribuait d'une manière importante au rayonnement du lycée Pierre-Mendès-France de La Roche-du-Yon. Voilà, alors tout ça, vous voyez, ça révèle quand même beaucoup de choses, hein. Et je voudrais vous dire quand même, pratiquement j'arrive à la fin de mon exposé, hein, que mes élèves ne m'ont jamais reproché le moindre sectarisme, le moindre doctrinarisme. Hein. Je vous ai dit que j'avais 4 références que j'affichais tout de suite, mais je disais aussi à mes élèves que j'étais partisan de Marx, et alors la formule que j'avais était la suivante, mais qui était transformée par les élèves, vous voyez, ce qui me donnait une réputation un petit peu sectaire à l'extérieur. Je disais, j'étais un professeur, non pas de philosophie marxiste, hein, mais un professeur marxiste de philosophie, donc qui se référait à Marx dans les régions du programme, les secteurs du programme, où la référence à Marx s'imposait. Simplement, les élèves, en début d'année, retenaient le mot marxiste, ils ne retenaient pas du tout la place du mot dans la phrase. Je n'étais pas un professeur de philosophie marxiste, hein, j'étais un professeur marxiste de philosophie, qui envisageait tous les auteurs les uns après les autres, avec beaucoup d'honnêteté, et je prendrai simplement un exemple tout simple, pour vous donner un exemple parlant, hein, quand j'abordais la conscience et l'inconscient, donc avec Freud en conclusion possible, hein, et même en conclusion tout court, hein, je commençais par parler de Sartre, que j'ai toujours admiré, le premier Jean-Paul Sartre, existentialiste, hein, phénoménologue. Bon, et j'étais tellement passionné par mon cours, et honnête aussi, hein, dans l'exposé de la position de Sartre, que mes élèves croyaient que j'étais sartrien. Et quand je passais ensuite à la réfutation de Sartre, hein, conformément à son trajet à lui, d'ailleurs parce qu'il a changé d'option, hein, qu'il a renoncé à son anti-freudisme, eh bien quand je passais à Freud, je prenais position pour Freud contre Sartre, en prenant position pour l'idée d'inconscient, contre l'omniprésence de la conscience qu'on trouvait chez Sartre, et mes élèves, dans un premier temps, me regardaient un peu éberlués, parce qu'ils se disaient, mais comment peut-il être à ce point passionné par Freud, puisqu'il nous a présenter Sartre d'une manière passionnée. Bien, tout ça, ça veut dire tout simplement que à chaque fois que je présentais un auteur, ben, je le présentais d'une manière honnête et intellectuellement sous les passionnés. Et je vous prendrai un dernier exemple, puisqu'on me parle de la Vendée, de l'impression, de l'importance de la religion en Vendée, etc. Avec, vous êtes au courant, le rôle du De Villiers, bien entendu, en Vendée. Et je vous parlais tout à l'heure aussi de quelque chose à propos du De Villiers. Eh bien, figurez-vous que je me rappelle qu'un jour, après la fin d'un cours sur la religion devant une élève de terminale scientifique, elle était venue me voir et elle m'avait dit la chose suivante, qui m'a beaucoup plu et qui est quand même révélateur, hein, de l'honnêteté qu'un professeur de philosophie doit avoir devant ses élèves, même s'il a des convictions. Elle m'avait dit, monsieur, vous ne m'avez pas enlevé ma foi, mais vous m'avez aidé à la rendre plus raisonnable.
Mais écoutez, ça c'est un compliment, si vous voulez, que je prends complètement, si vous voulez, à mon compte, et je suis pas sûr que mes collègues à côté aient fait la même chose par rapport à des références, si vous voulez, qui étaient les leurs, bien entendu. Ils devaient plutôt contribuer à les renforcer dans une approche, disons, non rationnelle, non raisonnable, de la religion, si vous voulez. Voilà. Alors, j'en ai presque terminé avec tout cela. J'aurais quand même envie de vous dire que ça m'a donné, bien entendu, une réputation dans la ville de professeur marxiste, communiste, parce que j'ai été communiste un temps, je l'étais plus, mais j'avais quand même des convictions, bien entendu, communistes, mais que j'exposais à côté d'autres convictions. Je pouvais parler de Rousseau, je pouvais parler de la philosophie politique de Kant, etc., etc. J'étais fondamentalement un démocrate, si vous voulez. Mais ça me donnait une réputation, et une réputation telle que je vais terminer par une notation qui va vous faire... qui va vous étonner, disons. On ne dira pas qu'elle va vous faire plaisir, mais qui va vous étonner pour le moins. Il a été créé dans la banlieue de La Roche-sur-Yon, dans un village proche de La Roche-sur-Yon, un nouveau lycée moderne, très centré sur l'écologie d'ailleurs, qui était tout à fait remarquable. Et donc il y a eu l'inauguration de ce lycée. Mais ce lycée, figurez-vous, il faut que ce soit en Vendée pour que ça se passe ainsi, a été nommé le lycée Solzhenitsyn. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien l'œuvre de Solzhenitsyn, il y a un grand écrivain, bien entendu, au début, mais ensuite ce grand écrivain anti-soviétique, au sens où il était anti-totalitaire, une fois que l'URSS s'est écroulé, il a viré de plus en plus à droite, au point de devenir quelqu'un qui était favorable à Pinochet. Et il est venu en Vendée, figurez-vous, célébrer la guerre des Chouans contre les Républicains, dans une petite ville proche de La Roche-sur-Yon. Bon, eh bien, quand il y a eu cette inauguration du lycée, du collège Solzhenitsyn, je m'étais permis, parce que j'avais mes entrées en quelque sorte dans Ouest France, je m'étais permis, figurez-vous, d'écrire un article sur ce qu'était devenu Solzhenitsyn. Eh bien, ce qui s'est passé, figurez-vous, c'est que je l'ai appris après, parce que je n'avais pas été invité, bien entendu, c'est qu'on parlait davantage de Solzhenitsyn et de ce qu'il était que du collège lui-même et de ses qualités, si vous voulez, intrinsèques. Et en plus, dernier point, parce que c'est quand même assez révélateur, quelqu'un comme De Villiers, qui était derrière tout cela, bien entendu, quelqu'un comme Puy de Villiers, qui incarne une droite catholique réactionnaire, voire d'extrême droite, et passéiste, anti-révolution française, eh bien, De Villiers, moi, je vais donc écrire un article sous la photo de l'inauguration, et donc, je vous l'ai dit il y a 2 minutes, me semble-t-il, on parlait surtout de mon article plutôt que de Solzhenitsyn que du lycée lui-même. Eh bien, figurez-vous que De Villiers a fait appel à un professeur de philosophie, pas de philosophie, mais de lettres de la faculté de Nanterre pour me répondre dans le journal Le Monde. Non, Le Monde, pas Le Monde, mais dans le journal Ouest France. Et donc, j'ai eu droit à une réaction de la part du journal Ouest France, écrite par cet homme-là, une semaine après l'inauguration du lycée. Et dans cette réaction, on me traitait un peu de tous les noms d'oiseaux, et on demandait au lecteur de se méfier de ce philosophe moraliste qui s'appelle Yvon Quignou. Voilà ce que c'est que d'avoir été un professeur agrégé de philosophie, mais engagé politiquement et honnête par ailleurs dans une ville comme La Roche-sur-Yon. C'est quand même révélateur de ce que j'appelle la démocratie dans le champ de l'éducation nationale. C'est une démocratie formelle, mais c'est pas une démocratie réelle, puisque les gens sont jugés non pas en fonction de leurs compétences et de leurs mérites, mais souvent en fonction de leurs idées fondamentales. Merci.